Meir Habib, bonjour. Bonjour mon cher Nelou. Ahmed, troisième épisode. Je pensais en faire un, ensuite deux. Maintenant, on se rend compte qu'on est au troisième épisode parce que vous avez beaucoup de choses et je suis sûr qu'on ne dira pas tout ce qu'on devrait dire sur votre père qui était un homme exceptionnel, Emmanuel Roger Habib. À la fin du deuxième épisode, vous me disiez qu'il avait décidé en 90 de faire son alia. Exactement, il a décidé. Moi, à l'époque, il m'avait proposé de reprendre l'affaire. J'ai refusé. Je travaillais à l'époque chez Citizen. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Jacques à Kupfer à l'époque de Mémoire bénie. Et donc, j'ai pas voulu reprendre l'affaire de mon père. Donc, il a décidé de partir parce qu'il m'a dit autrement, je pourrais jamais partir. C'était le rêve de sa vie, son rêve d'enfance. Il est parti faire son alia en Israël, où il est décédé d'ailleurs 10 ans après. C'est d'ailleurs Benjamin Netanyahou lui-même qui lui a fait son oraison funèbre. Il est enterré à Givat Shaul. À Givat Shaul, et c'est à l'époque Bibi qui lui avait parlé, qui l'avait eu vraiment. Moi, j'ai connu Bibi au début des années 90, et bon, quand il est parti, ça a été évidemment, moi, c'était parti d'un lymphome à l'âge de 80 ans, après avoir quand même habité 10 ans Israël, et c'était le rêve de sa vie. C'est un homme qui lisait, et qui était extrêmement croyant. Je me rappellerai toujours, croyant et très cultivé aussi. Extrêmement cultivé, y compris bien qu'il n'ait pas fait d'études. Voilà, exactement. C'est un autodidacte. Mais je me rappelle, par exemple, on jouait au remi-ménage, il était imbattable sur toutes les questions, que ce soit en littérature, dans l'art, en géographie, en histoire. Il connaissait tout dans tout. Et il avait cette foi aussi brûlante, malgré les épreuves de la vie, qui l'animait. Je me rappelle, je dis, papa, tu n'as pas peur, il était malade. Il avait, à la fois, il me disait, un homme qui croit n'a jamais peur. Et son souvenir je savais jusqu'à maintenant, les gens m'arrêtent dans la rue, m'arrêtent pour m'évoquer son souvenir, m'arrêtent pour me dire qu'ils lui doivent des choses, qu'ils s'occupaient de leur trouver un travail. Il était toujours disponible parce que c'était un homme bon, un homme simple, un homme du peuple, un homme social. Mais voilà, la vraie définition d'un mensch. Je parle de mon père, donc mais c'est comme les gens vous disent. Quand on voit, si je vous ai invité à parler aujourd'hui de lui, c'est justement parce que j'ai lu sa vie. Je me suis dit, mais comme les gens connaissent pas cette vie, vous êtes son fils, bien sûr, vous êtes ému quand vous évoquez sa mémoire. Mais je suis très ému. Les gens doivent comprendre parce que des gens comme ça, des hommes comme ça, des mensch comme ça, ça doit être des exemples pour nous tous. D'essayer de faire quelque chose. Ça va être difficile de faire ce que lui il a fait. Oui, mais de faire quelque chose dans la vie. Vous savez, dans le peuple juif, il y a beaucoup de géants, de mensch, de gens. Mais c'est vrai que en fait, les frères Habib, mon père, avait un tel charisme naturel, une telle lumière qui force, sans pour autant d'être quelqu'un ni de mystique, ni de. Il était plutôt Maïmonide, vous voyez ce que je veux dire, mais une force. Un positivité de la vie. Puis on voyait, regardez, il a vu renaître l'État d'Israël. Lui, il est né en 1920. Il a vu aujourd'hui cet État. Ami avec Begin. On avait, bien sûr, avec Begin. Il a été en contact avec lui, j'imagine, jusqu'à la fin de la. Vous savez, c'était les Français, on va dire, du Khérout. Donc c'était à l'époque de Tunisie, c'était le judaïsme séfarade. Et donc quand on était tellement heureux. Moi, je me rappelle mon père. Toute ma vie, en 67, la libération de Jérusalem, il y avait un petit transistor, on habitait rue du Boulois, dans le premier arrondissement. À Paris, je voyais mon père pleurer, mais j'étais quand même un garçon précoce. J'étais rentré au cours préparatoire à 4 ans, parce que ma maman m'avait appelé très vite à lire, elle était institutrice, et je vois mon père pleurer avec son petit, et je le vois pleurer comme un enfant, parce que c'était la libération de Jérusalem, Kotel, le chauffard, etc. Et je vois mon père pleurer, ça m'a marqué, papa, pourquoi tu pleures, etc. Il avait ça en lui, et dès qu'il évoquait... Vous aviez, j'imagine, des discussions sur la politique, Jabotinsky était dans la maison. Jabotinsky. Pour lui, c'était le mur de fer. Il fallait être fort. Il n'y avait pas de place pour les faibles. C'est ça qui était important. Il fallait, et à la fois, il était humaniste, parce que, à la fois, il a vécu avec des Arabes, il parlait lui-même l'arabe, il avait besoin, etc. Mais à la fois, il pensait que, le seule possibilité de survivre à long terme pour le peuple juif, d'avoir un État Israël fort, de ne pas faire de la peine à personne, de survivre par sa foi et par sa morale. Et c'est lié. Et c'est ça, l'État d'Israël. La force est morale. Est-ce que vous avez parlé politique française avec lui? Autrement dit, est-ce que vous rêvez à un moment donné, ou est-ce que vous pensez à un moment donné devenir député? Jamais.
Jamais. Mon père n'était pas français. Mon père, comme je vous l'ai dit, était italien de naissance, et après est devenu apatride, après est devenu israélien. Moi, je suis né à Paris, à l'hôpital Rothschild, et je suis très très attaché à la France, à mes racines. Mais évidemment, mon père était un fou de la littérature française. Pour vous parler tout à fait franchement, jamais. J'étais plutôt un littérationiste. J'étais rentré au CRIF, j'étais devenu vice-président du CRIF. J'étais un leader de la communauté organisée. Mais moi-même, pour rien vous cacher, mon cher Nelou, vraiment c'est le hasard de la vie, les circonstances de la vie qui ont fait qui m'ont amené à être député. Mais c'est vraiment par hasard. Mais comme je dis toujours, je suis pas né député, je ne mourrai pas député. Je voudrais juste essayer de faire le maximum pour la France, mais aussi pour le peuple juif. C'est lié puisque je suis député des Français d'Israël, notamment, pas que, pour faire en sorte que de faire briller un peu nos racines, nos valeurs. C'est quoi le puzzle en France? C'est toutes nos, à la fois être citoyen français avec toutes nos. Donc pour vous pas répondre à votre question, non, je crois pas que j'ai jamais pu évoquer, parce que c'était pas du tout lorsqu'il est parti en 2001, je pensais jamais moi devenir député, donc on en a jamais parlé ni de près ni de loin, pour être tout à fait honnête avec vous. Pour résumer sa vie, c'est Israël, la Torah, le peuple juif. Absolument. Voilà, c'était, même si jamais évidemment on a eu des années de bonheur magnifiques avec cette communauté arrivant dans les années 50, 60 en France, qui a apporté énormément. Il y a eu un mélange justement, parce qu'il était très proche aussi du judaïsme ashkénaze, tous les grands rabbins frankfurter, comme je vous l'ai dit, le grand rabbin Munch, il y a une histoire incroyable. Le grand rabbin Ernest Guggenheim venait régulièrement acheter du vin à Bercy. Et mon père me raconte que il me disait, il s'asseyait avec le grand rabbin Guggenheim et il faisait du Dvar Torah sur 2 caisses de vin. Et je crois même que le grand rabbin de Paris venait de temps en temps avec son papa. Et il a tout à fait ses souvenirs, on l'a évoqué ensemble. Et mon papa me dit, tu vois ce rabbin, il est rabbin, son père est rabbin, son grand-père rabbin, son arrière-arrière, et si de génération en génération, il était très aimé parce que de tout. Et il avait d'ailleurs le Rav Munch, tout le judaïsme ashkénaze, et c'est ça qui est extraordinaire, le judaïsme français. À la différence en Israël, il n'y a pas de séparation. Y compris entre religieux, non religieux, séfarade, ashkénaze, ça fait un melting pot extraordinaire. Amechad. Et ça, c'est Amechad, c'est pour revenir au nom de votre émission, c'est ça qui est exceptionnel. Et c'est ça que je dis souvent aux Israéliens, apprenez notre judaïsme, le judaïsme français. Il n'y a pas d'ostracisme par rapport, quel que soit le niveau de pratique, quel que soit le niveau de religion, quelles que soient les origines. Il y a aujourd'hui ce magnifique judaïsme français. J'aimerais tellement qu'en Israël, ils prennent exemple sur ce magnifique judaïsme Amechad, le nom de votre émission, et ça a été vraiment peut-être justement le slogan de la vie de mon père, de mon oncle, Amechad, se réunir sur nos valeurs, qui sont des valeurs finalement d'humanisme, les valeurs qui vont bien au-delà du judaïsme et qui ont été moi les valeurs de mon enfance et qui restent les valeurs de ma vie. Meir Habib, merci pour cette magnifique histoire, cette vie admirable, un exemple pour nous, et je le sais, vous continuez l'œuvre de votre papa au service de la communauté et du sionisme. Kol hakavod pour tout ce que vous faites. Merci, je le fais avec beaucoup d'émotion. J'ai rarement l'habitude de parler, mais merci, mon cher Nelou, de me donner la possibilité peut-être de me dévoiler un peu plus, de parler des choses qui sont les plus chères que moi, c'est-à-dire mes racines, mon père, ma mère, ma famille, mon oncle. Voilà, merci. Moi, je suis peut-être que j'ai été long, je m'en suis pas rendu compte. J'ai parlé avec ma passion sur des choses qui sont peut-être qui me sont extrêmement chères. Vous le sentez, évidemment. Merci, Beatzlacha. Rendez-vous bientôt pour une autre émission Amechad. Shalom à tous.